Alors, nous étions Daf, Kavav, Hamoud Bet, à la fin de la Gemara. On a dit la fin de la feuille, deux lignes avant la fin de la page, Ve'amar Papi Mishme des Rabbi. Alors, il y a ici une agaha, c'est pas Rabbi, c'est Rava. Mi Beknishta Lebe Rabanan Shere. D'une synagogue à un Beth Midrash, on peut faire une synagogue Beth Midrash, mais d'un Beth Midrash de faire une synagogue, c'est assaut. Et Rav Papa, il disait le contraire. C'est-à-dire, deux versions, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Amaravacha, Kevate de Rav Papi Mistabra. Qu'une synagogue, c'est plus kadosh qu'un Beth Knesset. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Beth Knesset. Pardon, c'est que comme Rav Papi, qu'un Beth Midrash, il est plus kadosh qu'un Beth Knesset. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Beth Knesset mutar la soto Beth Midrash mamina. Quelle la raison? Un endroit où on étudie la Torah, c'est un homme qui étudie la Torah, il n'est pas tourné Mikirat Shema, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, elle est plus haute que tout. Un Beth Knesset, c'est une tfila. Là-bas, c'est le Ikar, c'est le Limud Torah. Dire aussi qu'avant les takanot et les filotes, le limoud existait et la Beth Knesset n'existait pas. Ah aussi, tu peux dire. Il y a fait. Donc c'est plus ancien. Voilà, c'est plus qu'à. Ouais, il y a fait. Darash Bar Kapara. On veut savoir c'est quoi l'importance justement d'un Beth Midrash. Bar Kapara, c'est contemporain avec Rabbi Yehuda Anassi. Maïdirti va yisrof et Bet Adonai ואת בית המקדש ואת כל ביתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. Nebuzaradan, le chef de l'armée, le chef d'état-major de Nebuchadnezzar, a tout brûlé à Jérusalem. Bet Adonai, c'est Bet Hamikdash. Bet Hamelech, Elou Platrin, les palais. V'et kol batei Yerushalayim ki mashma'an. C'est quoi V'et kol bait gadol saraf ba'esh? Pourquoi le passouk il a besoin de reprendre? S'il dit Bet Hashem, Bet Hamelech, batei Yerushalayim, il a dit kol batei Yerushalayim. C'est notable. Non, mais il a dit kol batei Yerushalayim. Pourquoi il a besoin de dire V'et kol bait gadol saraf? Rabbi Yerushalayim. Non, on parle de la ville. Alors il dit, il y a un débat entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Chadamar, makom shemegadlim bo Torah. Et Chadamar, makom shemegadlim bo tefila. C'est-à-dire, Bait Gadol, Chazal, ils ont appris du mot Gadol, c'est quelque chose qui grandit. Que l'étude de la Torah, elle se multiplie. C'est-à-dire, un homme, il est chez lui à la maison. Il ouvre son livre, il se décide d'étudier 40 minutes. Il étudie 40 minutes, il ferme le livre. Quand il est au Beth Midrash, il rencontre quelqu'un, il vient en étudier. Ça grandit l'étude de la Torah. Ça rajoute. Tfila, un homme qui est chez lui à la maison, il prie la tfila combien de temps? 20 minutes, 25 minutes. À la synagogue, la tfila, elle multiplie. Tu as Chazara, tu as le Shadir Tzibour, les gens y répondent. Ça. Donc c'est toujours Megadlim bo Torah, Megadlim bo tfila. Yagdil, on a trouvé dans le mot Torah, le mot Gadol, Yagdil, Torah Viadir. Mandamar Tfila, Dirtiv, Saperana, Gedolot, Asher Asa Elisha. Ve'elisha, Be'avad, Berachame ou De'avad. C'est intéressant. C'est-à-dire, la grandeur de Elisha n'était pas en Torah, elle était en Tfila. En fait, là, ce qu'il explique, Bate Yerushalayim, c'est les maisons. Oui. Ça? Oui. Et Beit Gadol, c'est Beit Midrash, les synagogues. ואלישע דעבד ברחמי ודעבד, תסתיים דרבי יהושע בן לוי דאמר מקום שמגדלים בו תורה. Alors la Gemara a dit la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Levi au nom de Bar Kapara. Il s'avère que c'est ça. C'est pas comme chez Megadlim bo tfila, une synagogue. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bet HaKnesset, mutar la soto Bet HaMidrash, shmam. Une synagogue, on a le droit d'en faire un Bet HaMidrash. On continue. Vendre un Sefer Torah. Est-ce qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah ou on n'a pas le droit? Dans Sefer Chassidim, il dit qu'un livre de Torah qu'il est à la maison, tu n'as pas le droit de vendre. Il dit qu'il y avait un rabbin en France qui a vendu des
des livres qu'il possédait. Et il a vendu des livres et il rêvait le soir qu'on n'arrêtait pas de lui dire tous les soirs dans son rêve Behema, 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 animal. Et il est parti demander pourquoi il voit les lettres Behema tous les soirs. Et on dit Behema, c'est racheter votes, c'est l'acronyme Bi'arti HaKodesh Min HaBayit. J'ai enlevé la kedusha de ma maison. Et des tzadikim, des fois, on leur montre dans le rêve le Ben Ishraï un soir, un Leil Shabbat, et il devait être avec sa femme. Et il a dit à sa femme, je vais rien que finir la lecture du Shnaï Mikra. Elle attendait dans la chambre. Et il était en train d'étudier, et tout d'un coup, il a un sommeil, il tombe sur le livre comme ça, et il voit les lettres Bitalta. Bitalta, Bet, Tet, Lamet, Taf. Il fait comme ça, et encore, pac, il tombe, encore une fois, il voit Bitalta. Il dit à Kadosh Baruch Hu, fais-moi comprendre c'est quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un fromage derrière, il dit Hachem, ouvre-moi l'esprit que je comprenne ce que tu vas m'en montrer. Il fait sortir le livre comme ça, et lui sort Parashat Kedoshim, Ve'el Isha Benidat Tum Ata Lo Tikrav, Benidat Bet Tum Ata Tet Lo Lamed Tikrav. Les lettres lui sortent comme ça. Il monte dans la chambre, il dit à sa femme, va vérifier si tu n'as pas reçu tes règles. Elle va vérifier, elle a eu les règles. Minashamayim, on l'a sauvé. Donc, beaucoup de fois, hein, quand on rêve des fois des mots. Le Hida, il dit, même quand on fait un goral, il dit il faut calculer aussi l'option des racheter votes. Alors, Sefer Hasidim, il dit il a rêvé Behema. Bi'arti HaKodesh Min HaBayit. Il va y aller. Maintenant, on a dit qu'on ne vend pas une ancienne synagogue, qu'on ne casse pas une synagogue pour construire une autre tant qu'on n'a pas construit. J'ai envie de vendre un ancien Sefer Torah. Il y a un brocanteur, il vient chez moi, il me dit ah tiens, j'ai un client, tu veux pas me vendre ce truc? Et tu dis allez, ça serait l'occasion pour moi de racheter des nouveaux. Est-ce que j'ai le droit de vendre avant que j'ai acheté? Avec l'intention d'acheter, évidemment. Alors il dit Iba yale ou maolim kor sefer Torah yashan likar bo chadash. Alors vendre un ancien sefer pour acheter un nouveau. Kivan de l'homme alele assour. Tu fais pas, tu augmentes plus de kedusha. Donc laisse-le se décomposer comme il est. Odilma kivan de leilouye. Kivan de lekale alouye ilouya achina shapir dam. Je ne peux pas faire quelque chose d'autre. Donc je fais ça. Tashma. Machrul Torah lo ikru sfarim. Sfarim ou delo. Ah ben Torah shapir dam. On a le droit de vendre un ancien sefer pour acheter un nouveau sefer Torah. Il y a beaucoup d'ailleurs, il y a énormément de synagogues. Nous, on a au Bnei Akiva 4 sefer Torah derrière le Aaron Kodesh posés. Ils ne sont pas saouls. Pourquoi? Parce qu'ils sont vieux. Il y a à Bétar, j'ai rencontré des sofrim là-bas. Ils achètent le sefer Torah à 10 000 shekels. Ils prennent un sofer, ils lui donnent un stylo répidographe. Il passe sur toute la Torah, depuis le début jusqu'à la fin. Il prend un mois de travail et il complète les lettres. Abîmées. À 20 000 shekels, ils remettent. Et ils le vendent à 40 000. Peut-être des sefer Torah à 40 000 shekels. Jaune. Jeune, oui, jeune. Nous, on a eu un Sefer Torah pour la communauté de Moleskine, un Sefer Torah de l'Alsace, de l'Alsace-Lorraine, d'une synagogue. Ce Sefer Torah, il a été commandé de la Galicie, avant la Shoah. Une merveille de Sefer Torah, une merveille. Quelle écriture, quelle écriture. Tu vois, même à l'époque, tu vois aucune lettre effacée. Ça veut dire qu'on voit que le Sofer, c'est un vrai Talmid Chacham. C'est un connaisseur extraordinaire de Torah. Alors, Ani Beshiur, Ani Achzor. Laurent Zarka, tu le connaissais? Hein? Laurent Zarka. Non. Il prie chez Rav Pinto. Lui, il est avocat à Paris. Oui. Il y a une vente d'un Sefer Torah. Alors, ils ne savent pas de quand il date. Oui. Aux enchères à Dro. Oui, mais je vais te raconter. Alors, Il a acheté, il a donc on prend le Sefer Torah, magnifique, mais le problème, c'est que tous les tagim du Sefer Torah, elles ne touchent plus les lettres. Ça a vieilli parce qu'il faisait très fin à l'époque, comme un poil, il faisait. J'ai pris un sofer, j'ai payé 10 000 shekels, et il a refait le Sefer Torah, il a repris du début. Bon,
ou qu'il y avait des problèmes. Les Tagim, il n'a pas pu tout faire. C'est l'homme à C'est l'homme à Un jour, je vais à Pavé. Quand j'enseignais là-bas, j'habitais à République, je marchais à pied. Un dimanche, je marche, rue Vieille du Temple, je vois une brocante. Je vois un Sefer Torah posé par terre. J'ai dit, c'est quoi ça? Il me dit, ah, le vendeur, un bon vendeur, tu vois, un malin comme ça, il voit un juif. Il me dit, pour vous, 1500 euros. Il me dit, sinon, ça va monter à 5000. Hein. Je cours paniqué à la communauté. Je dis, il y a un Sefer Torah par terre. Il y avait M. Altman, le président de la communauté, il me dit, tout de suite, je viens avec toi. Il vient. Il paye les 1500 euros, il prend le Sefer Torah. On prend le Sefer Torah, on l'amène à la communauté pour voir. Et on voit que sur le bois, qui c'est qui a offert le Sefer Torah? Le grand-père d'Adolphe Crémieux, la famille Crémieux de Carpentras. Les Crémieux, les fondateurs de l'Alliance israélite. La famille Crémieux, c'est une des plus grosses, des grandes familles juives de France, de Bordeaux. Et on trouve le Sefer Torah de la famille Crémieux. Il avait 250 ans, le Sefer Torah. Il y a des... Ouais. Mais il y a des Sefer Torah qu'il ne faut pas acheter. Il y a plein de Sefer Torah qui amènent de Pologne. Ils ne sont pas cachers. Ils sont beaux. Mais c'était des gens qui n'étaient pas religieux, pas croyants qui les écrivaient. Avant-guerre, il y avait 300 sofers dans le village de Mir. Mir, où il y avait la Yeshivat Mir. Mais ils n'étaient pas religieux. Ils fumaient Shabbat et ils écrivaient le Sefer. En fumant. C'était le plus grand centre ashkénaze d'écrire des livres de Torah. Et c'était des enfants de Sofrim, comme qu'il y a aujourd'hui des carleurs, et ils n'étaient plus religieux, mais ça amenait de l'argent. Et ils écrivaient. Il faut s'inquiéter à qui on vend. Si Khalijob, c'est des réformistes, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Non, il faut leur vendre. Vaut mieux leur vendre, toi, un Sefer Torah cachère, plutôt qu'ils achètent quelque chose. C'est sûr. Ouais, même s'il y a une femme qui va monter à la Torah, c'est pas grave. C'est leur problème. Vaut mieux leur vendre des bonnes filines, des bonnes choses et ne pas les sauver de Avera. Par contre, aller là-bas insister dans l'Achnasat Sefer Torah, ça c'est une autre chose. Ouais. Alors, il nous dit, bon, alors la Gemara, elle déduit de la Mishnah que d'acheter quelque chose d'autre, d'inférieur, tu ne peux pas. Mais d'acheter quelque chose qui est équivalent, tu peux. C'est-à-dire, une synagogue ou une institution qui a vendu des anciens Sefer Torah, ils ont pris 10 000 shekels. Ils ne peuvent pas acheter des livres de Torah pour mettre dans la bibliothèque, des sidor ou des chumash. Alors, ou ils prennent cet argent, ils le donnent à une autre association qui a besoin d'un Sefer Torah, ou ils ne touchent pas d'argent, ou ils l'offrent. Alors la Gemara dit Sfarim ou Delo, Torah Batorah Shapirda, mais maintenant il dit Avad. Kamibayalan Lechatrila. Bon, c'est déjà été fait. On veut savoir Lechatrila. Tashma Golelim Sefer Torah Bemitpachot Chumashim. On prend un Sefer Torah avec le mitpacha du Chumash. Chumash Bemitpachot Nevim Uktuvim. Avalo Nevim Uktuvim Bemitpachot Chumashim. Un Chumash c'est plus kadosh que Nevim Uktuvim. Velo Chumashim Bemitpachot Sefer Torah. Katanim Yed Golelim Sefer Torah Bemitpachot Chumashim. Mitpachot Chumashim in Mitpachot Sefer Torah lo. Et on pensait que de prendre une pochette de Sefer Torah pour un autre Sefer Torah, c'est pas bon. La Gemara a dit non, c'est pas une preuve, parce que du moment où c'est pareil, c'est moutard. Donc il n'y a pas de preuve. Tashma. Manichim Sefer Torah al-Gabé Torah. Vetorah al-Gabé Chumashim. Tu poses un Sefer Torah sur un Chumash. Chumash sur un avis. Ektuvim. L'ordre, il est comme ça aujourd'hui pour savoir à la maison. On veut savoir quel est l'ordre à mettre les livres. Un livre de Torah, sur tout. Sur un Sidor, sur une Gemara, sur une Mishnah. Un livre de Torah sur un avis. Un avis sur un Sidor. Un avis Ektuvim sur Sidor. Sidor sur Gemara. Gemara sur des livres de Halacha. Ça, c'est l'ordre. Sidor sur Gemara. Oui, Sidor, c'est plus kadosh que Gemara. Parce qu'il y a dedans des textes de la Torah, le schéma, les psaumes, etc. Alors on nous dit, Menichim Sefer Torah al-Gabé Torah veTorah al-Gabé Chumashim. וחומשים על גבי נביאים וכתובים, אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשים, ולא חומשים על גבי תורה. הנחה כאמרת, שאני הנחה de l'œuf, tu es obligé de poser, tu ne peux pas poser autrement.
Comment tu peux faire un Sefer Torah en rouleau, une Bible en rouleau? Toujours dans les rouleaux, quand tu mettras un rouleau, tu auras les Nevi'im qui seront posés sur la Torah. Le rouleau, la fin, elle couvre le début. Ouais. Alors, Donc, il peut y quand avoir on ne peut pas, on ne peut pas. Et là, Kevin de l'œuf chéri, Achanami, Kevin de l'œuf chéri. Bon, on n'a pas de preuve encore. Tashma. De'amar Rabba bar bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Gamliel, Lo yimkor adam sefer Torah yashan nikar ko chadash. Voilà, il y a une preuve. Rabba bar bar Chana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, qu'un homme ne vend pas un vieux sefer Torah pour en acheter un nouveau. Alors la Gemara dit non, c'est pas vrai. Atam Mishum Peshiouta. Là-bas, on a peur qu'il ne va pas l'acheter. C'est-à-dire, on lui dit, fais le contrat déjà de l'achat, et après, tu vends l'ancien. Tu ne vends pas l'ancien et tu vas chercher. Kika Amrina, Tigon Dirtiv ou Manar. Li Frouke, Maï. Si maintenant j'ai. Kika Amrina, des Manar, Li Frouke. Il est déjà écrit et il faut rien que donner de l'argent. Là, c'est Mouta. Tash Madame Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, En Mochim Sefer Torah, et la Lilmot Torah Bedisa Isha. Shmamina Torah Betorah Shapir Dame. La Gemara dit voilà, tu vois, on a le droit de vendre un Sefer Torah pour. Si par exemple j'ai un Talmud Torah, il va fermer. Je n'ai pas d'argent pour payer le Talmud Torah. Les profs, j'ai le droit de vendre un Sefer Torah. Donc voilà, tu vois que Torah est Torah. Alors elle m'a dit non. Torah, d'étudier la Torah, c'est plus important que la Torah dans un livre. Combien de communautés on a vu qu'ils ont monté des synagogues de folie et la synagogue fermait toute la journée? Ils mettent des chandeliers, des trucs incroyables, mais pas d'activité communautaire. Terrible. Dilma Shanelimut, Shalimut, mais Vilidema, c'est bon. Ishanami, Lauto Bera, la chevette, une femme aussi. On a le droit de vendre un Sefer Torah pour marier une femme, une jeune fille. Il y a un débat, est-ce que pour une veuve aussi on peut vendre un Sefer Torah? Il y a une veuve, elle vient, elle dit pour me marier, ça va me coûter de temps. Donnez-moi, je n'ai pas de quoi me marier. Tu as fait madame, tu as fait la mitzvah déjà. Tu as déjà eu des enfants, tu t'es marié. Un deuxième mariage, si la personne il a un Sefer Torah à lui, il peut vendre, mais pas une communauté. Mais s'il y a une jeune fille Même le orpheline, hiboum, s'il y a une jeune fille orpheline dans la communauté, elle vient réclamer qu'on la marie, elle n'a pas de quoi se marier, et la communauté, les donateurs ne donnent pas, ben, le rabbin, il prend le Sefer Torah, il le vend, et il marie la jeune fille. même pour le hiboum, c'est-à-dire que si son mari est mort et elle devait se marier avec le frère, mais qu'elle n'avait pas d'enfant. Le hiboum, c'est gratuit, le hiboum. Il rentre avec elle à la maison, il est marié. Ouais, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fête. Ah ouais, il n'y a pas de fête. Ouh là là, d'accord. Ah ouais. Il y a une petite fête des Rabbanan. Une petite fête des Rabbanan, ça s'appelle Kiddushé Mahamar, pour ne pas que ça soit léger chez eux, qu'un homme sans aucune acquisition, il rentre avec sa femme, avec la femme à la maison, elle est à lui. Alors, ils ont dit quand même donne-lui une bague. Le Minatora, il n'a rien besoin. Pourquoi? Parce que le Yabam, il rentre dans le cadre du mariage de son frère. De son frère. C'est la continuité. D'accord. Grave. Alors, dans ce cas-là, le plus important, on est d'accord, c'est la synagogue, c'est pas le Sefer Torah, alors on a le droit de vendre ici. Le plus important, c'est l'étude de la Torah avant la Torah même. Donc, si on fait la synagogue, ça permet d'étudier. Ok, mais est-ce qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour construire un mikvé qui fait participer le. Non. Donc, les femmes, elles vont au fleuve ou à la plage. D'accord. Ok. Dans les mikvés des concurrents. Aval Torah bet Torah lo. Tanu Rabbanan lo imkor adam Sefer Torah afal pi she'eno tzarich lo. Un homme n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah même s'il n'en a pas besoin. Ça veut dire il a reçu. Il y a beaucoup de fois des gens qui ont écrit des Sefer Torah à la maison. Après, ils veulent réécrire un deuxième. Donc, ils la pêchent, ils ont mis un beau Sefer Torah, ils ont craqué, ils ont acheté. Et il a un Sefer Torah à la maison. Je connais des gens qui ont le Sefer Torah à la maison. Mon rêve, c'est de me faire un Sefer Torah, comme il dit le Hari Akadosh, et de lire le Shnai Mikra Ve'echat Targum du Sefer Torah. Le Harizal dit que quand l'homme lit Shnai Mikra Ve'echat Targum du Sefer Torah, il prend sur lui la lumière, la Kedusha de la Torah, comme quand elle a été donnée au Mont Sinaï. Comme ça, il est écrit dans Shara Kavanot. Le Rav Shalom Cohen,
qui est niftar il y a quelques semaines, 2 semaines, il lisait même le Rav Amar, il lit le Shnai Mikra Ve'Achat Targum du Sefer Torah. Avec des amis et tout. Oui, il a le Sefer Torah devant lui ouvert, et il a le Chumash, et il est le Targum Onkelos, et il est dans la Torah. Non, parce qu'il faut pas se permis, c'est. Ouais, il est doucement, là. Le Ika, c'est de lire le Sof Passouk et de comprendre les choses. Permis, c'est important. Oui. Pour le Hatargum, c'est ça l'intérêt, c'est que à force de lire, après on peut lire au Sefer Torah sans préparer. Shulchan Aruch, il dit minimum Deux. 2 fois avant de lire la Torah. Tu es obligé de passer la paracha 2 fois Deux fois. avant de la lire. Alors il nous dit que Dieu nous en préserve. Allez, on a la paracha d'un homme qui vend sa fille pour servante. Il faut savoir qu'un homme n'a pas le droit de vendre sa fille que dans un cas où il n'a plus eu de chemise sur lui. Et il a très peur que sa fille elle tombe dans l'adultère et dans les choses, dans la znout, qu'il la prostitue pas ou des trucs comme ça. Donc il a le droit de la vendre pour qu'elle soit sous surveillance. Du moment où il a récupéré un peu d'argent, il va la racheter tout de suite. Alors on te dit que d'une vente d'une neshama, tu ne gagneras jamais de l'argent. Un homme qui a vendu un Sefer Torah, même pour une manière autorisée, bracha, il n'y aura pas. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'écrire des mezuzot et des. La Gemara dans Maseret Psachim, Daf Memtet, elle dit qu'il y a une xéra sur les sofrim, qu'il n'y a pas de bracha. Pourquoi? S'ils s'enrichissent, ils arrêtent d'écrire. Et je voyais ça. J'écrivais, je me tuais 5 heures. J'écrivais 2 mezuzot, 3 mezuzot. Fin du mois, rien du tout. Il n'y a rien qui s'est amélioré dans les situations de la maison. C'est-à-dire que tu cours derrière ton pain, tu vas. J'écrivais pendant 1 an et demi. Mes yeux, je ne voyais plus rien avec les yeux. À la fin, quand je finissais la journée, je voyais tous les jours, tu sais, ta Kochavim. Je voyais des étoiles devant mes yeux. Quand elle est concentrée, le dos courbé comme ça. Et j'ai dit, ça ne ramène rien du tout. En fin de compte, je vois à la fin, il y a la machine à laver qui s'est abîmée, il y a le truc. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a aucune bracha. J'ai pris 500 shekels sur ma journée de travail. Il n'y a rien. Pas évident. Alors, voilà, il n'y a pas de bracha. Et Noroé, Siman bracha, c'est Ezra à Sofer avec les Knesset Agdola, ils ont jeûné 24 jeûnes pour que tous les scribes ne deviendront jamais riches. Vechen de Moteren. Donc, c'est pour ça, les Sofrim, ils écrivent que pour dépanner, mais pas. Pour dépanner, j'écrirai, mais pas pour me faire une carrière là-dedans, non. Il ne faut jamais faire ça. Si tu veux écrire des ktubot, oui, tu vas gagner de l'argent. Toutes les choses, n'importe quoi. Écrire une ktuba, écrire des psukim en parchemin, tout ça, ça, tu vas gagner de l'argent. C'est de l'art. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un ami, il écrit des lamnater bingimot pour les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait un beau modèle de lamnater. Il se l'a imprimé sur du transparent. Il le met sur une table de lumière. Il met dessus le parchemin, il fait les règles, il remplit. Il demande à sa femme après de remplir. Il les vend à 3000 shekels, 4000 shekels le parchemin. Et les gens, ils mettent, c'est beau dans un salon, dans un beau cadre, un beau lamnatseach. Mais bon, il n'y a pas d'argent là-dedans. Déjà, je le dis tout le temps, les gens, ils ne s'imaginent pas c'est quoi le travail d'un sofer. Le parchemin pour une mezouza simple, maintenant avec la hausse des prix, c'est 25 shekels. Après, c'est 10 shekels de correction. Après, c'est 10 shekels de tagim. Faire les tagim, c'est déjà 45 shekels. Après, le sofer, 2 heures, il a mis là-dedans. Tu n'as pas dû payer 50 shekels de l'heure. C'est déjà 145 shekels. Il est où le commerçant? Il est où le passage? Il est où le. Eh bien non, il est où les mezuzot qui vont s'avérer pas bonnes? Plein de fois, ils écrivent. Il y a des lettres collées. 2 sur 10, elles ne sont pas vendables. 2 sur 10 ne sont pas vendables. 1 sur 10 ne sont pas vendables. Si le sofer il veut qu'il y a 10 sur 10 vendables,
il ne peut pas écrire en 1 heure et demie ou en 2 heures. Il doit écrire en 2 heures et demie, 3 heures. Donc, il y a beaucoup de soprim qui disent je préfère écrire en 2 heures. Il y a une qui part, plutôt que j'écris en 3 heures, je mets 30 heures pour 10 mezuzot. Je mets 22 heures et j'ai perdu une mezuzah. Hein? Ben oui, il y a les chutes, les tefilines, n'en parlons pas, les tefilines. Les tefilines, c'est la plus grande catastrophe. Comment je me suis commandé les tefilines? Le sophère, il me faisait traîner. Je l'ai appelé un jour, je l'ai engueulé. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, je te dis la vérité. 2 fois déjà, la dernière paracha, elle est ratée. Pour lui, c'est un FC de Mammon, un grand FC de Mammon. Mais heureusement que c'est la dernière. Autrement, c'est Shelok et Sidram. Et comme il est Yerushalayim, il aurait écrit. Vechen le motaren, t'as un Sefer Torah, un beau Sefer. Tu as décidé de le vendre pour acheter un autre Sefer Torah. Ton Sefer Torah, tu l'as vendu à 150 000. Tu en as acheté un à 100 000. Il te reste 50 000. Tu dis voilà, Sefer Torah, il y a un autre Sefer Torah dans le monde, Baruch Hashem. Les autres 50 000, je fais ce que je veux avec. Non. Vechen bemotarem, amara valosh naela shemachu veotiru. Aval gavu veotiru, mutar. Il dit ça dépend. Quand tu as déjà un Sefer Torah et tu l'as vendu, même le reste de l'argent qui est resté est kadosh. Parce que c'est une gdoucha de Sefer Torah. Mais quand j'ai fait, par exemple, j'ai fait un appel au don pour écrire un Sefer Torah. J'ai donné l'adresse bit. Je me suis retrouvé fin de journée avec 150 000 shekels. Et le Sefer Torah, il m'a coûté 100 000. Ok, je lui achète quelque chose, je fais l'événement. Il me reste de l'argent. Qu'est-ce que je fais avec? Ça a été ramassé avec un but. Sefer Torah. Gavou. Moutar, on peut utiliser pour d'autres choses. S'il y avait Abaye t'ai dit non. Ça dépend. Bah, mais Dvarim Amorim, Sheloït, nous avaler nous. Afilo les doursoussia moutar, même pour acheter, même pour la doursoussia. On va voir tout de suite c'est quoi la doursoussia. Echidame, si on a vendu, il en reste, qui est nous c'est un édako que j'ai, qui me. Edi Machemachou Veotirou, qui est nous le Tnaï, il ne me fait rien du tout. C'était le prix de base. Et là, chez Gavou Veotirou, j'ai ramassé de l'argent, Tamadé nous. Si j'ai vendu, si j'ai fait un Tnaï, j'ai le droit d'utiliser pour faire d'autres choses pour la synagogue. Alors, Itnoulo, la Gemara dit leur Olam chez Machou Veotirou. Ils ont vendu et il est resté. Varikama, même les Varim Amourim, Shelo Itnou Shiva Toveaïr Bemahamad Ansheaïr. Aval Itnou Shiva Toveaïr Bemahamad Ansheaïr. Quand les gens, à l'époque, à la base, ils avaient fait une condition. On achète un Sefer Torah, mais demain, on pourra le vendre. Demain. Alors là, on peut même acheter les Doursoussia Nami Mouta. Alors, moi, déjà, elle ne sait pas c'est quoi le mot Doursoussia. Alors, Amal et Abaye et Aoum et Rabanan, de Aram et Seder Matnaïta, Kamé des Rav Shechet, c'est Rav Shechet qui a dit ça. C'est Ravar et Rav Shechet qui ont dit le mot Doursoussia. Mishemi Alach, mais Rav Shechet Maï Doursoussia, tu as entendu une fois dans ta vie, c'est quoi le mot Doursoussia? C'était des régions à Babel où ils avaient des dialectes différents. Et dans cette région, ils ne connaissaient pas c'est quoi ce dialecte qu'il a dit Rava, c'est quoi d'Ursoussia. Amar le'achi amar Rav Sheshat, Paracha des Mata. Il dit, ils avaient à l'époque un coursier dans la ville. Un coursier, mais spécifié pour aller amener pour faire la liaison entre le comité et le gouvernement. Celui-là, il s'appelait Doursoussia. Alors il dit, on paye de l'argent à ce Doursoussia avec le reste qui reste du Sefer Torah. Parashat Demata, Amar Abaye, Hilkach, Aït Surma Merabanan, des Shemi Alemil Taveloed Apirusha, les Shaile Kameh, des Shkiach Kameh Rabanan, de l'Oefchar, de l'Oshmi Alem in Gavra Rabba. Il dit toujours, quand tu as un doute dans la Gemara, pose la question à un rabbin. Quelqu'un qui est devant les rabbinim, il a dû entendre, c'est quoi le mot? On a un livre extraordinaire, fabuleux. C'est le plus grand dictionnaire depuis. Il était avant Rashi. Il s'appelle Rabbi Nathan de Rome. Il a écrit, lui, le premier dictionnaire juif. Il s'appelle Sefer HaAruch. Et il a des commentaires incroyables sur des mots en araméen qu'on n'aurait jamais connus
si on n'avait pas son explication. Milan, Rome, il connaissait lui, c'est surtout l'araméen d'Israël qui est très compliqué. Parce qu'à Babel, il y a énormément de mots qu'ils ne connaissent pas chez eux. Hier, par exemple, j'ai vu un arabe, je lui ai dit, dis-moi, tu peux m'amener des figues. Donc, je lui ai dit, comme qu'ils disent en arabe marocain, dans le dialecte, kermos. Je lui ai dit, donne-moi des kermos. Il m'a dit, choua de kermos. Kermos. Et je me dis, il n'y a pas de. Je ne comprends pas ce que tu veux. Alors, je suis retourné à la maison, j'ai regardé c'est quoi en arabe d'ici, comment on appelle les figues. Ten. En hébreu, c'était ena. En arabe d'ici, c'est ten. Tenim, les dates. Ten. C'est marrant. Mais ça veut dire, alors, des fois, comme les Juifs qui étaient concentrés à Babel, ils n'avaient aucune liaison avec Israël. Le Talmud de Jérusalem, ils ont développé un dialecte qui était là. Et quand la communauté juive a été exterminée complètement d'Israël, il y a eu un problème. C'est pour ça que Rabbi Yosef Rogochover, qui était un grand olam, lui, il connaissait tout. Il a dit que ça lui prend 8 heures pour apprendre une langue. 8 heures. Il dit, mais j'ai pas le temps. Il a appris une fois une langue en 8 heures. Il avait un rendez-vous important. Il s'est enfermé avec un dictionnaire. Après 8 heures, il est sorti parler la langue couramment. Et il a dit qu'il n'avait pas le temps pour étudier d'autres langues. Il voulait étudier la Torah. Alors lui, il a dit, lui, avec sa connaissance énorme, il a dit que les commentateurs du Talmud de Jérusalem, Pnei Moshe et Korban Haeda, ils ont fait énormément d'erreurs. Il a écrit même une liste d'erreurs terribles qu'ils ont commenté mal le Talmud de Jérusalem, surtout par le manque de connaissance du dialecte et de l'expression. Vous savez que, par exemple, en arabe ici en Israël, quand il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, alors, tu veux lui répondre oui. Comment tu réponds oui? Non, tu ne réponds pas. Tu fais eh. Tu fais ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Ça veut dire, alors, des fois, tu as dans le Talmud, ils croyaient que c'était des erreurs d'orthographe. Ils ont supprimé. Mais c'est pareil. Dans le Talmud, ils avaient exactement des expressions que la question vient. En un mot, tu poses une question. Ils n'ont pas compris. Parce que pour l'araméen de Babel, il faut 3 mots pour dire quelque chose. Le Talmud d'Eretz Israël, il appelait le Talmud de Babel le Talmud perturbé. Parce qu'ils n'ont pas un beau langage, les Babyloniens. Vous savez que le plus bel arabe de tous les arabes du monde, c'est l'arabe égyptien et l'arabe syrien. C'est un très, très bel arabe. Pourquoi? Parce que c'était... Quoi? C'est pas le marocain? Pas du tout. Le marocain, c'est un dialecte. Ça ne vaut rien du tout. Au Maroc, la moitié des Marocains, ils ne comprennent pas les informations parce qu'on parle en arabe et pas en dialecte. Marocain, tunisien, algérien, libyen, c'est l'arabe la plus bidon qu'il y a. C'est pas de l'arabe, c'est du dialecte. L'arabe mélangé du français. C'est de l'arabe mélangé, c'est comme du créole. C'est un mélange de berbère, de plein de trucs. C'est pas un bel arabe. Et le bel arabe, c'est l'arabe du Coran, c'est l'arabe des. Même l'arabe du Coran, il est moins beau que l'arabe d'Égypte et que l'arabe syrien. Et l'araméen d'Eretz Israël, il ressemble énormément. Beaucoup de fois, moi je regarde, dernièrement, je me mets beaucoup sur le Talmud de Jérusalem, et je vois des mots, et je cherche le mot en arabe. Je dois enlever une lettre, j'ajoute une lettre, je regarde, et je trouve que je le trouve là-dedans. Et ça a causé énormément d'erreurs chez le commentateur du Talmud de Jérusalem. Ils ont confondu des questions, des réponses. Ça change tout. Mais des grands. Le Korban Haeda, c'était le grand-père du Gaon de Vilna. Il vivait à Vilnius. Mais c'est quelqu'un qui lui manquait la connaissance de l'arabe, qui lui manquait la connaissance des plantes, la connaissance de mentalité des Orientaux. Et en Pologne, qu'est-ce qu'un Polonais, il comprend dans le comportement qui ressemble plutôt au comportement arabe. Donc, il y a un vrai problème pour comprendre le Talmud.
c'est de rentrer dans la mentalité déjà. Un bon acteur, c'est quelqu'un qui joue dans le film, il vit là-dedans. Et c'est pour ça que j'aurais toujours tendance à, si j'ai un débat, par exemple, entre Rashi et Rambam sur le commentaire d'un mot dans la Mishnah. Qui je dois croire? Rashi, il est énorme. Il n'y a pas comme Rashi. Mais si j'ai Rashi et Rambam, qui moi j'ai tendance à croire? Moi, un simple étudiant tout petit qui ne vaut rien du tout. Qui je vais croire, moi? Rashi. Non, je vais croire Rambam. Pourquoi? Parce que le Rambam, il parlait l'arabe parfaitement. Il vivait en Égypte. Il est monté en Israël. Il connaissait la région. Rashi, il vivait en France. Donc, quand j'ai un débat entre les deux sur... Je vais vous donner un exemple très simple. Vous pouvez le voir tous. Ouvrez Rashi sur la Torah, sur les botnim que Yaakov Avinu a envoyé à Yosef en Égypte. Il lui envoie botnim. C'est écrit dans la Torah botnim. Évidemment que botnim, ce n'est pas les cacahuètes. Les cacahuètes, c'est venu d'Amérique. Ça n'a jamais existé dans l'Orient, les cacahuètes. Botnim. Rashi dit, j'ai cherché, j'ai trouvé dans un livre de Rabbi Moshe Adarshan, pistachio. Il ne savait pas c'est quoi la pistache. Il n'a jamais vu une pistache de sa vie, Rashi. Une pistache en France, il y a 1000 ans, ça n'arrive pas. Aujourd'hui, le monde est ouvert, il y a le commerce. Suite aux croisades, ils sont venus, ils ont goûté, ils ont apprécié, ils ont ramené avec eux en Europe. Rashi, il dit Rashi, comme il ne sait pas, j'imagine, il dit Rashi, et je crois que c'est les prunes, que c'est les affaires secs, les pêches. Quel rapport entre une pistache et une pêche? Tu comprends? Parce que Rashi, quand il était sur Botnim, il ne savait pas. Mais si Rashi savait l'arabe, fistik, il aurait tout de suite compris que c'est une noix. Ce qu'il dit, lui, c'est un Zahar. Bon, il y a des choses qu'il a su, qu'il a compris. Zaharno takishuim. Rashi, il dit concombre, des concombres. Bon, tu n'es pas obligé, tu peux dire des courgettes, tu n'as pas besoin de dire des concombres. Si on connaît, dans l'Orient, il y avait ça. En France, il n'y avait pas de courgettes, peut-être à l'époque. Et ça, c'est rien. Mais quand on rentre dans le Seder Zraïm, on a tellement de mots anciennes, sétis, pouva, des noms de couleurs, des trucs, qu'il faut toujours se baser sur les commentaires locaux de la région, qui ont connu, qui maîtrisaient parfaitement l'arabe. Par exemple, Rav Saadia Gaon, il dit sur Yaakov Avinu, il achète la première terre en Israël à Shrem, à combien? Mea Ksita. Déjà, Rabbi Akiva, il ne savait pas c'est quoi Ksita. Rabbi Akiva, il vivait en Israël. Maintenant, c'est un dialecte perdu. C'est un mot que la Torah a mentionné. Rabbi Akiva, il dit, vous savez, je suis parti dans une île et j'ai vu qu'on appelle les pièces de monnaie Ksita. Rav Saadia Gaon, dans son traduction arabe, traduction littéraire à la Torah, il dit Ksita, en arabe, en araméen, dans certains dialectes, ça veut dire mouton. Ça convenait. Yaakov Avinu vient en Israël avec énormément de troupeaux. Il veut acheter une terre. Il donne Meaksita, 100 moutons. Meaksita ou 100 têtes de moutons. Vous voyez comment c'est. Ça veut dire, Rav Saadia Gaon, il s'y oppose à Rabbi Akiva. Il dit non, Ksita, c'est des moutons. Ça a une importance. Onkelos, il a traduit la Torah, mais Onkelos, c'est un roman. À la base, c'est le neveu de qui? De Vespasien, de Titus. Lui, il est romain, italien à la base. Il vient s'installer en Israël. Il connaît la culture romaine. Il n'y a pas de liaison entre... Lui, il vient, il se convertit. Donc, il est là, il ne fréquente pas les locaux, il ne fréquente pas les Arabes, il ne fréquente pas la région. Yaakov Avinu, d'où il vient? Il vient de Aram Naharaim. Il vient de loin, il vient de la Mésopotamie, des endroits, des régions où ils ont notre araméen. Donc, ça s'appelle Ksita. C'est très important toujours de comprendre d'où les choses viennent. Les mots. Le mot, il est tellement important. Parce que ça change tout. Ça change tout. Je donne un exemple, avec ça on va terminer. Rashi, il dit, on avait vu dans Dafka Vav Aleph, on a vu que Rashi, il a parlé de la synagogue des Torsim qu'il y avait à Jérusalem.
Alors Rachid dit, c'est quoi Torsim? Ce sont des gens qui font du cuivre. On avait discuté là-dessus. En venant à la maison, le soir, je répétais comme ça, la Gemara. J'ai dit non, c'est pas. Rachid, dans Daf Yud Gimel, il dit sur les gens qui voulaient empoisonner Biktan et Teresh, il dit aussi c'était des Torsim. Et là-bas, Rachid dit Torsim, des gens d'un pays. Ça, c'est le vrai commentaire. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle se casse la tête sur cette synagogue qui était à Jérusalem. Comment ils ont pu la vendre à Rabbi Elazar et il s'est en servi pour faire sa maison. Mais si tu dis que Torsim, c'est des gens qui font du cuivre, donc c'est sûr qu'il n'y a personne qui va prier avec eux à la synagogue parce qu'ils sont tellement mauvais. Donc, quelle est la question de la Gemara des synagogues de Torsim? Ça ressemble à une synagogue de Kafrim. Donc, pour ça, je suis obligé de dire que non, c'est une région qui s'appelle Tares. Et donc, la question de la Gemara, elle est bonne. Et la réponse de la Gemara, elle a lieu. Mais tout ça, c'est important du commentaire du mot. Le commentaire du mot, comment tu commentes le mot, il te donne toute la signification. Tout le sujet a changé selon si tu expliques Tarsim un endroit ou tu expliques Tarsim un métier. Baruch Adonai Leolam, amen.